Je vous remercie. Madame. En France, de nombreux biens, notamment des logements, sont vacants et sans maître, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de propriétaire ni d'héritier. Donc ainsi, des logements peuvent rester vides pendant plusieurs années avant que la commune ou l'État ne les récupère. Nous manquons de données au niveau national, mais nous savons que dans l'agglomération lilloise, ce sont plus de 11 000 logements qui sont sans maître et qui ont été recensés. Donc, sachant que pratiquement 2 millions de personnes demandent des logements sociaux et n'ont pas de réponse positive, nous pensons que récupérer ces biens pourrait faire partie des solutions envisagées. La loi actuelle prévoit la possibilité pour une commune de récupérer un bien sans maître au bout de 30 ans. Nous souhaitons proposer l'abaissement de cette durée à 10 ans afin de faciliter la mobilisation de ce foncier vacant sans propriétaire ni héritier. Alors, tout d'abord, M. Coquerel, M. Pupponi, puis M. Peu. Alors d'abord, Monsieur le Ministre, on a compris que c'était un article de la transformation de bureaux en logement. Je dis ça parce que, vous savez, on réfléchit, on écoute, on lit les articles. D'accord ? On a compris que ça ne concernait pas les villes carencées, on a compris que c'est également ça, etc., etc. Je vous le dis juste parce que comme vous avez répété ce qu'il y a dans l'article, je voudrais vous éviter ce travail. Bon, la deuxième chose, vous venez de dire quelque chose, vous venez de dire quelle solution, mais je vais vous la donner, c'est que vous proposez l'incitation à transformer des bureaux en logements avec le respect de la mixité sociale et sinon vous réquisitionnez. Pourquoi vous êtes obligé d'imaginer le fait de permettre à des promoteurs de construire et donc de spéculer aussi et de se faire de l'argent parce qu'ils ne vont pas le faire pour les beaux yeux, d'accord ? Pourquoi vous leur proposez ça et puis vous nous dites « Ah, bon, on les réquisitionnera uniquement s'ils refusent ». Mais moi, je vous propose de respecter, c'est quand même pas impossible. Le logement social, ce n'est pas une grande plaie. Ce n'est pas un problème, même pour les promoteurs, de les obliger à ça. Donc moi, je vous propose la même chose que votre loi indique, c'est-à-dire vous incitez, mais vous respectez la part sociale, et si ce n'est pas le cas, eh bien vous réquisitionnez. On ira les réquisitionner ensemble, s'il vous plaît. Madame Pessillan. Pour témoigner du fait que ce n'est pas uniquement un article parisien, moi je viens des Hauts-de-Seine. Donc, lieu où il y a beaucoup de bureaux, et où il y a peu de villes qui respectent la loi SRU. On aime à Neuilly, par exemple, qui est une ville carencée, mais combien de temps il a fallu avant de démontrer? D'abord, ils nous ont expliqué, les maires successifs ont expliqué qu'il n'y avait pas de foncier. À l'époque, il y en avait, à force effectivement de mettre des immeubles de standing ou de faire installer des bureaux. Il y a effectivement, au bout d'un moment, il n'y a plus de foncier, ça c'est une réalité, mais combien il a fallu de temps avant qu'il y ait un préfet qui leur mette effectivement l'amende parce qu'ils venaient se justifier d'en construire 2-3 par année et que donc, effectivement, ils avaient le droit d'échapper à l'amende. Là, ils sont enfin carencés. Mais entre Neuilly et Gennevilliers, ma commune, il y a combien de villes dans les Hauts-de-Seine? Il y en a 22 sur 36 qui ne respectent pas la loi SRU. Là, sur l'année précédente, il y en a 9 qui ont été jugées carencées. Eh bien, entre deux, il y a 13 villes qui, elles, ne respectent toujours pas la loi SRU et qui ont décidé de ne pas la respecter. C'est important sur un département qu'en comporte 36. Et c'est important dans un département où, depuis 10 jours, il y a des familles, des centaines de familles qui se font expulser de l'hébergement d'urgence. Parce qu'elles ne rentrent plus dans les nouveaux critères, parce qu'on estime que maintenant, quand il y a des familles avec des enfants de plus de 3 ans, on a le droit de les expulser dans ce département et qu'elles se retrouvent à la rue sous prétexte de fluidité. Donc vous voyez bien qu'il y a une importance particulière sur cet amendement-là. 2260, oui. Donc la fonction des HLM est inscrite dans leur nom. Pour une fois, l'acronyme n'a pas vocation à tromper, habitation, loyer modéré. Tout est important dans l'acronyme, habitation, loyer et modération de ceux-ci. Or, l'article 28 prévoit de faire des organismes HLM, des organismes qui ne géreront plus uniquement l'habitation, mais qui encourageront l'accession à la propriété, même à des personnes morales. Donc, plus du locatif. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement au sein de notre amendement de l'article 28, remet en cause le caractère peu onéreux des logements HLM. Donc, il s'agit d'un mécanisme législatif bien trop habituel. Au lieu d'encadrer les hauts loyers dans les habitations à loyer non modéré, afin de permettre aux personnes modestes d'investir les soi-disant beaux quartiers, vous voulez augmenter les loyers aux seuls endroits où nombre de concitoyens et concitoyennes peuvent se permettre de les payer. Et alors même que les logements HLM sont en pénurie pour des raisons de mixité sociale. C'est pour cette raison que nous proposons cet amendement pour les loyers des logements sociaux en posant une obligation d'un plafond à l'augmentation des loyers pour chaque catégorie d'HLM. Je vous remercie.
5. Madame Taurine, vous avez la parole. Je vous remercie. Donc, cet amendement vise à revenir sur la disposition du 25 mars 2009, la mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui a restreint l'accès au logement social. Donc, notre amendement permettrait à un couple de 2 personnes vivant hors de l'Île-de-France et gagnant 2 salaires de 1 242 € mensuels d'accéder au logement social, puisque nous considérons qu'avec de tels montants de revenus, les personnes ne sont pas dans la catégorie, on va dire, riche de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Taurine. Madame la rapporteure. Ce sera un avis défavorable, au sens où cet amendement aurait pour, avant tout, conséquence de favoriser l'entrée et le maintien dans le parc social de personnes aux revenus un peu plus importants que par rapport à d'autres, au détriment des demandeurs modestes. Pour mémoire, le plafond de ressources PLS est de 2 500 € par mois pour une personne seule à Paris. Cela inclut déjà les classes moyennes. Donc un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre. Même avis défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement 2305 avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour, qui est contre? Il n'est pas adopté. 50, Madame Taurine. Sauf erreur de ma part, effectivement, vous avez réduit le nombre d'ordonnances, mais il me semble qu'il en reste 8, si je ne me trompe pas, Monsieur le ministre. Et pour nous, c'est beaucoup trop. Concernant cet amendement, nous souhaitons, comme l'a dit Monsieur Peu, supprimer les alinéas 106 à 110, puisque nous continuons d'affirmer que la vente de logements sociaux ne constitue pas une réponse efficace à la pénurie à laquelle nous sommes confrontés depuis de longues années. La stratégie patrimoniale des bailleurs sociaux ne devrait pas se concentrer sur la vente de logements sociaux, mais sur l'entretien, la gestion, le développement de leur parc. Donc restituer des moyens financiers aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent engager de nouvelles constructions est l'unique moyen de répondre efficacement à la demande croissante de logements locatifs sociaux. Donc le présent amendement qui est proposé par la CNL, il vise à supprimer l'ordonnance, comme je le disais tout à l'heure. Nous tenons aussi à vous alerter sur les conséquences du cas anglais, où la vente des logements sociaux à leurs occupants, impulsée par Margaret Thatcher, a eu des conséquences désastreuses, comme le relève Romaric Godin dans un article pour Mediapart. La vente massive de logements sociaux a affaibli financièrement les organismes HLM qui ont réduit les investissements pour entretenir et développer le parc. Parallèlement, les acheteurs ont eu de plus en plus de mal à rembourser leurs prêts, malgré les décotes importantes, et beaucoup finissent par revendre leurs logements. D'autre part, les logements ne sont pas vendus à leurs occupants ou à des personnes de la même catégorie sociale. Par conséquent, ces logements ont perdu leur vocation sociale. Je vous remercie.